Vous vous êtes déjà enflammé devant une finale du 100 mètres et les podiums des Jeux vous procurent des frissons. Le sport vous galvanise et les sportifs vous font rêver. Mais derrière les médailles, le chemin vers le jour de gloire est un long parcours semé d'embûches et de challenges. Alors quand à cela s'ajoute le handicap, la route peut s'annoncer encore plus sinueuse. Je m'appelle Milena Sureau, je suis sportive de haut niveau en para-badminton. Le but de ce podcast est de vous parler de la vie d'une sportive en quête des Jeux, entre exigences du haut niveau et galères du handicap, afin de mieux comprendre le quotidien de ces sportifs à part et de cerner les enjeux de l'accessibilité. Alors si vous aimez le sport, le développement personnel ou que vous êtes touché de près ou de loin par le handicap, ce podcast est fait pour vous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais aborder tout simplement le sujet de la qualification pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 et surtout cette question assez philosophique mais fondamentale. Est-ce que c'est raisonnable de vouloir se qualifier à la plus grande compétition de tous les temps quand on ne fait du para-badminton que depuis 2 ans ? Parce que c'est littéralement ma situation et vous verrez que c'est pas si simple que ça d'avoir un avis tranché. Mais avant de commencer, rapidement, je voudrais déjà vous remercier d'être arrivé jusqu'ici. Si c'est pas encore fait, je vous invite à aller mettre une note sur Apple Podcast ou à partager le lien Spotify de votre épisode préféré en story sur Instagram. J'en profite pour vous donner le nom du compte Instagram du podcast, c'est tout simplement paralympienne.podcast. Vous pouvez y retrouver du contenu vidéo et aussi m'y poser toutes vos questions auxquelles je pourrai répondre dans les prochains épisodes. Allez, trêve de bavardage et c'est parti pour l'épisode du jour autour de cette fameuse qualification. Bonjour à tous, on se retrouve ce jour pour le 3e épisode. Alors après avoir un peu plus appris sur mon passé, l'épisode d'aujourd'hui va vous plonger dans mon présent. Parce qu'il y a quelques semaines, je vous expliquais que j'étais en pleine qualification pour les Jeux paralympiques, d'où le nom de mon podcast. Mais les qualifs aux Jeux, c'est vraiment très complexe. Les règles dépendent de chaque sport, les timings de sélection aussi. Et nous voilà au mois de mai et je ne suis toujours pas qualifiée. Alors c'est vrai que quand je dis ça aux gens, ils sont assez hallucinés parce qu'ils me disent mais du coup c'est la galère pour la préparation et tout. Alors oui, c'est vrai, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais à la fois il y a des athlètes qui auront leur ticket qu'en juillet. Donc déjà, je m'estime assez bien lotie dans mon sport. Et puis, de toute façon, cette gestion de la préparation, c'est vraiment un truc qu'on planifie avec le staff de l'équipe de France, avec le coach. Donc, au final, qualif ou pas, c'est pas forcément le plus important. Mais ça, on en parlera un autre jour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le processus de qualification en para-badminton et surtout répondre à la question que j'ai soulevée dans le titre de l'épisode. Au final, se qualifier pour les Jeux paralympiques après 2 ans dans le milieu, après seulement une saison complète sur le circuit, est-ce que c'est un rêve un peu trop fou ? Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que je dois être déçue si j'y arrive pas ? Ou est-ce que je vois la qualif uniquement comme un bonus ? Pour bien comprendre l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement à quelques jours de l'annonce de ma qualification ou de ma non-qualification, faut revenir en arrière. On est en mars 2023 et la période de qualification pour les Jeux commence pour le para-badminton. Le calendrier, il est sorti quelques semaines auparavant et on a 15 tournois autour du monde pour engranger le maximum de points. Parmi ces tournois, d'ailleurs, il y en a 2 plus importants que les autres. C'est les championnats continentaux, donc pour ma part, championnats d'Europe, et les championnats du monde qui valent beaucoup plus de points que les Open. Chaque tournoi va rapporter un certain nombre de points en fonction du résultat qu'on y fait. Se faire éliminer en poule, ça rapporte peu de points. Atteindre les quarts de finale, ça en donne un peu plus, etc. Jusqu'au vainqueur, qui est donc le joueur qui va remporter le plus de points sur le tournoi. On a donc 15 tournois pour engranger le plus de points, mais dans un souci d'équité et d'accessibilité au plus grand nombre, c'est pas le nombre total de points qui sera pris en compte. Sinon, à ce jeu, ce serait pas forcément les meilleurs qui se qualifieraient, mais ceux qui ont le plus d'argent et qui peuvent faire tous les tournois, alors que ceux qui ont moins de moyens auraient automatiquement moins de chances de ramener des points. Du coup, on va prendre en compte les 6 meilleurs perfs. Donc même si tu fais 15 tournois, on ne prendra en compte dans le calcul final que les 6 meilleurs tournois que tu as fait.
Comme ça, un athlète qui ne pourrait faire que 6 tournois, mais qui gagne les 6, il aurait toujours plus de points que celui qui en fait 15, mais qui perd en quart de finale à chaque fois, par exemple. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est assez important de souligner que le processus de qualification, il est le plus équitable possible. Parce qu'il y a des fédérations qui ont évidemment moins de moyens que d'autres dans lesquelles le badminton est le sport national. Il y a aussi des athlètes qui, de par leur pathologie, ont soit un fort besoin d'accompagnement, donc à financer c'est 2 fois plus difficile, soit tout simplement ils n'ont pas la capacité physique de pouvoir partir en tournoi à l'autre bout du monde 1 à 2 fois par mois. À la fin de l'année de qualification, donc en mars 2024, les calculs sont faits pour une première phase de qualif. Là, je simplifie un peu, mais en gros, dans ma catégorie, les 6 premières joueuses mondiales sont sélectionnées. Donc, mon objectif, en commençant cette année de qualification, c'était de finir dans le top 6 mondial. Et pour ça, il a fallu que je choisisse les tournois auxquels je voulais participer. Et là, il y a une grosse stratégie à mettre en place. Est-ce que je fais le plus de tournois possible pour prendre de l'expérience à chaque fois et donc m'améliorer sur le suivant, tenter de parfois faire des exploits qui vont être bingo dans mon calcul final, mais en dépensant énormément d'énergie parce que les tournois, c'est vraiment épuisant et ça demande énormément, tant physiquement que mentalement et cognitivement. Ou alors, j'en fais moins et je mise sur le fait de faire des perfs à chaque fois, mais ça laisse peu de place à l'erreur. Cette stratégie de qualification, elle est vraiment propre à chaque athlète. En équipe de France, on voit vraiment 3 groupes distincts. Il y a ceux qui font que 6 tournois parce qu'ils savent qu'ils vont performer à chacun et qu'ils auront le plus de points possible sur les 6. Il y a ceux qui font tous les tournois, comme j'expliquais juste avant. Et il y a ceux qui font un peu entre les deux, en misant sur des bonnes perfs à chaque fois, mais en se laissant 1 ou 2 chances en cas d'échec. Il n'y a pas une meilleure stratégie que l'autre, parce que ça dépend totalement de chacun. Et du coup, c'est vraiment avec l'expérience qu'on peut optimiser sa stratégie. Et moi, en mars 2023, non seulement c'était ma première qualification au jeu, mais surtout c'était ma première saison complète sur le circuit. J'avais avant ça jamais enchaîné plusieurs tournois. J'avais même pas 6 tournois qui permettent d'avoir un classement mondial consolidé. J'avais fait un tournoi pour ma classification en février 2022 et un championnat du monde en novembre 2022. Donc vraiment, je débarque en tant que débutante qui se retrouve face à un Everest sans jamais avoir grimpé ne serait-ce que le Mont Blanc jusque-là. Il a fallu vraiment construire de A à Z mes routines de performance en tournoi, comme par exemple combien de jours avant le tournoi je prends l'avion, comment j'arrive à compenser le décalage horaire, comment je gère les repas et l'échauffement, parce qu'on a un horaire de match, mais s'il y a du retard, tu peux très bien jouer 1 heure ou 1h30 après l'heure prévue, ou alors un quart d'heure avant s'il y a de l'avance. Donc tout ça, c'est des repères à prendre, et c'est quelque chose qui se construit vraiment au long cours sur une carrière, pour arriver à ta routine ultime qui va te conduire à la performance maximum. Et donc moi, j'arrive vraiment avec ce truc à construire au moment le plus crucial qui est la qualification pour Paris 2024. Je vous avoue que je me rappelle plus exactement mon état d'esprit précis à ce moment-là parce que à l'époque, j'avais pas de carnet dans lequel j'écrivais. Mais je pense que j'avais conscience qu'une qualification serait vraiment un exploit, parce que finir dans le top 6 mondial quand on n'a jamais dépassé le top 10, c'est clairement pas gagné d'avance. Et surtout, dans ma catégorie, on est 3 Françaises, on a le même coach, et de manière tout à fait logique, je suis pas la joueuse qui est privilégiée en début de qualif, parce que je suis 3e dans la hiérarchie. Donc j'ai conscience que ça va être difficile et que si j'y arrive, c'est vraiment incroyable. Mais en même temps, je donne vraiment tout ce que je peux donner pour réussir. Parce que si je le fais, c'est pour tout donner et pas pour me dire bon, ça va être dur, donc si ça marche, tant mieux, mais je vais pas trop me fouler. Non, non, du début, déjà, j'ai dans la tête l'idée de finir première française sur la qualif.
Et si en plus je suis dans les 6 mondiales, incroyable, mais déjà, je veux vraiment finir devant mes partenaires françaises. La qualif se passe, j'ai des résultats pas trop mal, avec pas mal de malchance au tirage au sort à chaque fois, donc clairement je sais que je peux faire mieux. Je dois aussi gérer avec mon métier à côté. Quand arrive mai, juin, juillet, ça devient hyper dense de tout coordonner. Mais je suis plutôt bien placée dans la qualif. Je suis toujours aux alentours de la 6e place. Et surtout, je suis première française depuis le début. Et c'est là que je vais faire la perf qui change toute la qualif. À mi-chemin, j'ai les championnats d'Europe. Et là, je remporte la médaille d'argent. Après avoir éliminé en quart et en demi les 2 françaises avec qui, malgré tout, je suis en concurrence directe. Donc après les championnats d'Europe, je passe vraiment de c'est pas mal à clairement, je peux me qualifier, je suis dans une super posture au niveau des points. Et la deuxième partie de qualif, pour moi, c'est plus le même état d'esprit parce que factuellement, j'ai la qualif à portée de raquette, même s'il reste encore un long chemin. Et surtout, je continue de monter en puissance parce que c'est ma première saison sur le circuit. Donc j'ai énormément à apprendre et à chaque tournoi, j'apprends plus que toutes les autres joueuses. Je progresse à une vitesse grand V et je rattrape vraiment le retard que j'ai au niveau de la technique, de la tactique, de l'expérience. Mais malheureusement, une nouvelle fois, pas vraiment aidée par le tirage au sort sur la deuxième partie de qualif, je vais finir, malgré des super championnats du monde, où j'ai jamais aussi bien joué, je finis à la 7e place de la qualification. La qualif est finie, le top 6 mondial se qualifie et moi je finis 7e. C'est évidemment super dur parce qu'en plus c'est 7e à vraiment très très peu de points de la 6e place. Ça va peut-être pas vous parler, mais la 6e finit avec 41 400 points et moi je finis avec 40 500. Donc vraiment, je crois que c'est le plus petit écart entre 2 joueuses sur la qualif. Mais mes chances sont pas terminées parce qu'il y a un deuxième processus de qualification qui s'appelle la commission bipartite. Une fois que les athlètes sont qualifiés via les points, la Fédération mondiale de badminton va qualifier 7 autres athlètes parmi toutes les classes de handicap pour équilibrer les tableaux, assurer la représentativité des continents, des handicaps, etc. Et donc, c'est là où j'ai encore une chance, parce que ayant fini première non qualifiée, c'est toujours possible qu'on me choisisse pour compléter le tableau de SL4. Mais ça, je le saurai que dans quelques jours. Et c'est vrai que l'attente, elle est interminable et assez difficile. Parce que, évidemment, après un an de qualif si intense, autant d'énergie, de haut, de bas, on n'a qu'une envie, c'est de savoir si on participera au jeu. Et avoir fini si proche du but, 7e au lieu de 6e, je trouve que ça rajoute une émotion encore plus écrasante. Parce que oui, si en mars 2023, on m'avait dit que je finirais aux portes de la qualif, 7e mondiale, première française, j'aurais sûrement signé dès demain, tant l'exploit est grand vu ma situation et mon expérience. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, après avoir tant pris en expérience, élevé mon niveau de jeu, être arrivé si proche de mes concurrentes les mieux classées mondialement, c'est super difficile d'accepter de rester première non qualifiée si proche du but. Mais factuellement, si je me pose et que je réfléchis à tête reposée, avoir fait pour première saison complète sur le circuit une qualification aux Jeux paralympiques, en ayant à côté une activité professionnelle très intense qui ne m'a pas permis de m'entraîner de tout le mois de juin, qui m'a provoqué une blessure en juillet, et finir tout de même 7e, c'est vraiment hors du commun. C'est un exploit que peu d'athlètes peuvent réaliser. C'est une performance à laquelle très peu de personnes m'attendaient et dont je peux être vraiment très fière. Je ne sais pas quel sera le résultat de la commission bipartite et si j'aurai mon ticket pour les Jeux de Paris. Et ça sera sûrement très dur si le résultat ne m'est pas favorable, parce que ma médaille au championnat d'Europe et le niveau de jeu que j'ai produit sur la fin de la qualification, ça me prouve vraiment que j'ai bel et bien ma place dans le top niveau du para-badminton mondial. Mais
En étant factuel, j'ai déjà réussi une performance de très haut niveau que peu de personnes ont fait dans un laps de temps aussi court. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'imagine donc que le contenu vous a plu, alors je compte sur vous pour le faire savoir autour de vous et vous abonner pour ne louper aucun épisode à venir. Tous les liens utiles sont dans la description, alors allez y jeter un coup d'œil et moi je vous dis à la prochaine!